Je suis très honorée d'être là et de parler après Jacqueline Cerchellini, dont j'ai suivi les cours à l'Université de Genève lorsque j'étais étudiante. Et c'est très émouvant pour moi de me retrouver dans cette situation. J'ai aussi le sentiment que je vais vous décevoir beaucoup, parce que je ne vais pas faire beaucoup de théorie. Et en plus, je vais parler d'un sujet un peu délicat, mais qui me semblait refléter l'actualité des réflexions sur la littérature aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai choisi. Je vais parler de la culture du viol. Voilà, je le dis tout de suite, comme ça vous avez le temps de vous préparer. Est-il pertinent d'intégrer une perspective de genre dans l'étude de la littérature médiévale? La question peut paraître datée, voire obsolète, dans la mesure où, depuis au moins un demi-siècle, des travaux académiques ont indéniablement contribué à remodeler la compréhension que nous avons des faits littéraires en interrogeant la place qui occupent les femmes et les représentations du genre qui s'y reflètent. Nombre d'études qui s'inscrivent dans une épistémologie féministe ont permis la promotion fulgurante, et on a vu de nombreux exemples de ce type-là il y a quelques minutes, donc la promotion fulgurante d'auteurs de premier plan comme Christine de Pisan et aussi Clémence de Barking, la comtesse de Die ou Marguerite Porete. Elles ont aussi permis de revisiter la réflexion sur les genres littéraires et leur structuration. On leur doit l'ouverture de nouveaux chantiers de recherche thématiques sur la représentation littéraire des rôles sociaux de genre, sur les débats autour du discours amoureux ou la subversion du genre et des identités sexuées. Pourtant, cette question garde toute son actualité, tant la réception commune de la notion de genre continue à nous donner à penser que cet outil conceptuel trouve sa pertinence essentielle dans le cadre des débats contemporains, sans affecter pour autant les réalités et les productions culturelles du passé et surtout l'appréhension que nous en avons. Cette question revient sans cesse dans les discussions que je peux avoir avec mes collègues et avec les étudiants. La parution récente, ce livre revient encore une fois sur le devant de la scène, de deux ouvrages importants signale, me semble-t-il, malgré tout la reconnaissance un peu plus large de ce domaine de recherche. Et la parution de Femmes et littérature, une histoire culturelle, placée sous l'autorité de Martine Redd, que vous aurez le plaisir d'entendre bientôt. Cette somme propose, je cite, la première synthèse générale portant sur les femmes dans la littérature de langue française. Et, vous le savez, elle comporte un très substantiel chapitre sur le Moyen-Âge, rédigé par Jacqueline Cerchellini. Le titre de ce livre, qui fera date, je crois, est programmatique. En parlant de femmes et littérature, il me semble que l'on remet en question la prévalence de la figure de l'auteur comme agent singulier et autonome de la création littéraire. Et vous venez d'en faire une très belle démonstration. C'est aussi cette idée que je retiens essentiellement de votre chapitre. Aborder l'histoire littéraire par le versant de la participation des femmes revient à bouleverser les règles du jeu. Comme l'indique Jacqueline Cerchellini, il faut sonder l'amont et l'aval de l'écriture, les modes de pensée qui autorisent ou interdisent l'accès à la création, les formes de la circulation du livre, les rapports entre langue et projet poétique, la circulation des savoirs et leur diffusion, qui sont autant de critères qui légitiment ou discréditent le fait de s'aventurer dans le champ des lettres, comme dirait Christine, et d'y fonder sa parole. D'autre part, en 2018, a eu lieu à l'Université de Rennes le premier colloque universitaire tenu en France sur le genre en littérature. Et la parution des actes, qui est toute récente, elle date de 2021, nous offre un important corpus d'études sur les reconfigurations du genre dans la tradition littéraire du Moyen-Âge à l'extrême contemporain. Je reprends ici le titre. On peut lire en ouverture les présentations de Françoise Berthoud-Courtrivon, Fabienne Pommel et Christine Planté.
Et le thème choisi place la binarité du genre au centre des débats. Il s'agit de montrer que l'art en général et la littérature aussi ouvrent à chaque époque des espaces de configuration et de reconfiguration, voire de subversion de la polarité du masculin et du féminin. Cet ouvrage démontre que le renouvellement apporté par les études genre ne repose pas sur le maniement de présupposés abstraits qui seraient sans lien avec les textes et leur substrat culturel. Les outils les mieux partagés de la critique et de la théorie littéraire, analyse de l'énonciation, étude des points de vue, étude de la réception, des références génériques, des effets d'intertextualité, permettent de faire apparaître les mises en scène les plus fantasques, comme le dit Françoise Berthoud-Courtrivon, de l'arrangement des sexes tel qu'il se représente dans un large panel de textes de la littérature française, du Moyen-Âge à nos jours. Dans cette optique, l'étude des textes littéraires médiévaux s'avère un merveilleux révélateur du fait que le système de genre, quoique presque toujours entièrement soumis aux impératifs de la domination masculine, n'est pourtant ni fixe ni rigide, mais sujet à 1000 variations. Le statut et l'identité d'un personnage littéraire dans la littérature médiévale se déclinent à partir de considérations qui mêlent les conventions littéraires, le système de représentation des classes sociales, l'appartenance à un sexe ou à un autre, et parfois aussi des paramètres qui sont en lien avec l'âge. Et c'est à travers ces différents paramètres que l'on peut analyser un personnage littéraire. Le genre, à l'époque médiévale, comme le montre aussi très bien Didier Lett, qui est un historien spécialiste de l'histoire du genre, se combine constamment avec ces autres paramètres. Et donc, en poussant les choses un tout petit peu jusqu'au bout, on pourrait dire qu'il n'y a pas ou très peu d'hommes et de femmes dans la littérature médiévale, mais des chevaliers, des dames, des demoiselles, des pucelles, qui sont définis par rapport à ces différents standards. Pardon. De ce point de vue, cela nous invite à aborder les œuvres en adoptant une posture de déprise. J'aime à penser qu'avant de commencer à analyser un roman ou un texte médiéval, je ne sais pas comment fonctionne le genre dans cette œuvre, mais que c'est justement l'élaboration de la fiction, des interactions entre les personnages. Par exemple, si je prends une œuvre de fiction sur laquelle je travaille quand même majoritairement, qui va me permettre de suivre une piste. Et l'attention prêtée à la lettre du texte permet de dégager la portée signifiante que les implications éthiques et esthétiques de chaque agencement singulier permettent de dégager, de mettre en scène. Alors, pour continuer mon propos, j'ai pris le risque, dont je mesure l'imprudence encore plus que lorsque je préparais la communication. J'ai pris donc le risque de vous proposer, plutôt qu'une théorie, une étude de cas, celle d'une scène d'un lait féerique du XIIIe siècle. Ce qui m'a guidée, ce sont les considérations suivantes. Le spectre des interrogations suscitées par la prise en compte du genre, dans les études de littérature médiévale est très vaste. Et j'ai décidé de me concentrer sur une question parmi de nombreuses autres qui constitue un défi pour la compréhension de la tradition culturelle occidentale. Il s'agit de la question des violences de genre, que j'aborderai en faisant usage du concept assez controversé de culture du viol, qui reprend une formulation qui nous vient de féministes américaines dans les années 70 déjà, dans un contexte universitaire assez particulier, sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qui nous fournissent donc là
un concept, un sujet de réflexion que j'ai essayé de mobiliser tant bien que mal pour la recherche à laquelle je me suis attelée. La question de la présence insistante d'un script de viol dans les œuvres littéraires s'est invitée, vous le savez sans doute, dans le débat public en France à l'occasion du concours d'agrégation qui avait mis André Chénier au programme. Et parmi les œuvres d'André Chénier figurait un poème de jeunesse, pastoral, dans lequel on pouvait percevoir effectivement une scène de séduction masculine, un peu appuyée, pourrait-on dire, qu'un groupe d'agrégatifs ont commencé à questionner et ils ont entamé une action pour contester l'inscription de ce poème pastoral de Chénier dans la liste des œuvres inscrites au programme du concours. En 2020 apparu un livre d'Hélène Merlin-Cajman, La littérature à l'heure de MeToo, qui tend à reprendre les termes de ce débat de manière très intéressante et pointue. Je n'ai pas le temps de développer cette question. Mais ce que soulève Hélène Merlin-Cajman en particulier, c'est la question de la judiciarisation du rapport à la littérature. Est-ce que l'on peut faire à ce poème le procès d'être un viol ? Alors, la recherche des réponses d'Hélène Merlin-Cajman va du côté justement d'une réflexion sur la représentation plutôt que de la dénonciation du fait de viol. Donc, outre cette question de la judiciarisation du rapport à la littérature, ce débat ouvre malgré tout une série d'interrogations qui engagent notre rapport aux faits littéraires. Comment rendre compte de la prégnance et de la permanence de représentations de situations érotiques et de rapports sexuels inscrits dans la logique de la domination masculine ? Parce qu'elle est tout de même massivement prioritaire, ou en tout cas, elle s'exprime dans tous les coins de la littérature, pourrait-on dire. Le constat de cette évidence doit-il conduire à une révision du canon littéraire ? Quelle stratégie de lecture adopter pour discerner ce qui, dans les œuvres et dans leur réception, relève du déni, de l'euphémisation, de l'esthétisation ou au contraire de la dénonciation, voire de la dérision des violences de genre. C'est là que la notion de culture du viol me paraît intéressante parce qu'elle permet de faire un pas de côté par rapport à des questions qui seraient celles qui consisteraient à déterminer si tel ou tel poème de Chénier décrit oui ou non un viol. Ce n'est pas tellement cette problématique-là qu'il me semble pouvoir être saisie en utilisant cette notion qui fait débat, j'en suis parfaitement consciente, on pourra peut-être y revenir, cette notion de culture du viol. L'apport de ces études, de cette épistémologie féministe qui s'est mise en place autour de ces questions de violence de genre, c'est que il s'agit finalement d'aggraver le débat et en même temps de l'approfondir. Il s'agit de proposer une vision qui cesse d'être une vision purement anecdotique des violences de genre, pensées comme des délits privés, des atteintes à l'intégrité de la personne, qui seraient socialement réprouvées parce que punies par la loi. Au contraire, il s'agit de montrer que l'imaginaire du viol est profondément ancré dans les représentations des rapports sociaux de sexe, ainsi que dans les rites et les représentations érotiques. Et alors là, je vais citer de manière très anachronique un personnage complètement contemporain qui reprend cette réflexion. Donc il s'agit de Virginie Despentes dans King Kong Theory, qui, vous le savez peut-être, est un livre sur le viol, et sur le viol que Virginie Despentes raconte
en tant qu'événement qui la concerne au premier chef, mais qui est aussi une réflexion théorique extrêmement vaste et pointue, même si le style est un peu rude parfois. Je m'en excuse. Et je n'ai pas pris la citation la pire. On s'obstine à faire comme si le viol était extraordinaire et périphérique, en dehors de la sexualité, évitable, comme s'il ne concernait que peu de gens, agresseurs et victimes, comme s'il constituait une situation exceptionnelle qui ne dise rien du reste, alors qu'il est au contraire au centre, au cœur, socle de nos sexualités, rituel sacrificiel central, il est omniprésent dans les arts, depuis l'Antiquité, représenté par les textes, les statues, les peintures, une constante à travers les siècles, dans les jardins de Paris, aussi bien que dans les musées, représentation d'hommes forçant des femmes. Dans les métamorphoses d'Ovide, on dirait que les dieux passent leur temps à vouloir attraper des femmes qui ne sont pas d'accord à obtenir ce qu'ils veulent par la force. Alors, évidemment, en tant que médiéviste, cette mise en cause d'Ovide est particulièrement, interpellante, puisque j'y ferai très légèrement allusion, mais les métamorphoses d'Ovide en particulier sont un socle autour duquel tournent de très très nombreux textes de cette époque. Je me suis un petit peu perdue. Voilà, j'y suis. Donc, les questions qui se posent à mon sens, donc, ne sont pas celles, je l'ai dit, où il s'agirait de déterminer si tel ou tel poème représente ou non un viol, mais plutôt de discuter la présence de ces scripts de viol dans la production culturelle, et pour moi qui lis avec passion les textes médiévaux, dans les œuvres de cette époque. En réalité, il y a longtemps que la question du viol s'est invitée dans l'histoire de la littérature médiévale. Je me souviens de l'apparition du livre de Catherine Gravdal, oui, Ravishing Maidens, Writing Rape in Medieval French Literature and Law, qui avait tout de même suscité, ce sont nouveau un souvenir de l'Université de Genève, une certaine stupéfaction parmi certains de nos maîtres. Déjà auparavant, des articles de Dietmar Rieger avaient montré l'importance, le nombre incroyable de scènes qui pouvaient s'assimiler à, en tout cas, des agressions sexuelles dans la littérature médiévale. Pour le dire un petit peu vite, parmi les genres qui mobilisent un tel imaginaire, on peut citer la pastourelle. L'article de Catherine Gravdal sur ce sujet est éclairant de ce point de vue-là, mais aussi le roman arthurien, le roman de chevalerie qui présente de manière récurrente des scènes où une demoiselle déconseillée est attaquée par un chevalier qui cherche à la violer, lequel a en général l'allure assez déplaisante du géant. Et bien sûr, heureusement, elles sont sauvées par le bon chevalier sauveur de pucelles. Mais malgré tout, cette dynamique-là, elle est au cœur même du roman. C'est-à-dire que sans la pucelle déconseillée, il ne se passerait pas grand-chose dans les romans arthuriens. J'exagère un tout petit peu, évidemment, il y a d'autres... le matériel narratif du roman arthurien un tout petit peu plus vaste. Mais malgré tout, il y a une forme de moteur narratif extrêmement fort dans ce scénario. Et on peut penser à un passage de Chrétien de Troyes où l'on voit une demoiselle énoncer une coutume de l'ogre selon laquelle les chevaliers se doivent de respecter les demoiselles esselées, mais qu'il leur est licite d'en faire leur talent, on va retrouver cette expression, faire son talent d'une femme, donc s'il leur arrive de s'emparer de l'une d'elles après avoir vaincu leur ami. Donc, si vous prenez une femme à un autre homme, à ce moment-là, il est licite d'en faire son talent. On pourra objecter ici qu'il convient en bonne méthode de prendre garde au contexte historique et de ne pas appliquer sans examen critique
stepte contemporain, comme celui de la culture du viol, pour décrire des objets culturels des sociétés passées. Cependant, dans le cas qui nous occupe, le regard rétrospectif, donc celui du viol, de la représentation de scènes de viol, le regard rétrospectif a surtout pour effet de mettre en évidence la permanence sur la longue durée des stratégies de déni des agressions sexuelles. L'étude des scénarios... L'étude des scénarios narratifs évoquant la contrainte sexuelle et de leurs implications tant érotiques que poétiques et politiques met au jour la permanence de certains stéréotypes et elle permet de mesurer la force de suggestion dévolue à de nombreux mythes du viol. On peut penser à Lucrèce, au rapt des Sabines, pour ne prendre que des exemples de l'histoire romaine, mais tous très connus, Apollon et Daphné, bien entendu, également. Alors, je vais maintenant vous parler de ce petit cas que j'aimerais traiter. Est-ce qu'il me reste encore un peu de temps pour ça? C'est parfait, j'espère. Donc, il s'agit d'un passage du lait de Grélan, un lait féerique anonyme du XIIIe siècle. Les laits féeriques sont de courts récits en octosyllabes à rime plate qui font appel au merveilleux pour narrer une aventure, bien souvent la rencontre d'un ou d'une mortelle avec un être faé, masculin ou féminin, mais qui est toujours de sexe opposé à celui du mortel ou de la mortelle. Donc, si je voulais utiliser des gros mots, je dirais que c'est un type d'histoire qui repose sur le fond d'une culture hétérosexuelle et qui tend à la renforcer. Dans le cas qui nous occupe, le jeune Grélan, un jeune et beau chevalier désargenté, part esbanoyer, donc se divertir en forêt, et alors qu'il chevauche trespansi, morne et dolent, il découvre une biche blanche, dont la poursuite le conduit bientôt, selon un scénario récurrent, qui n'est d'ailleurs pas sans évoquer la chasse mortelle d'Actéon, vers une fontaine où se baigne nue, ayant déposé les draps dont elle s'hyerte dépouillée dans une feuillée, un buisson. Et il découvre donc une pucelle de toute beauté, la plus belle femme du monde. Le texte précise « Ne la veut pas en lève touchier, par loisir la laisse baigner, sa vestehure à la saisir, partant la cuide retenir ». Vous serez sensible au vocabulaire de la saisie, de la prise, toucher, saisir, retenir dans ces quelques vers qui semblent assez inoffensifs. Quand la fée constate que le jeune homme n'a pas l'intention de passer son chemin, elle lui demande se hureter de lui, qu'il ne lui fasse nul ennui. Il lui rend ses vêtements, puis la requiert d'amour. Mais la pucelle répond fièrement « Durement me doit merveiller quand de ce mose arresnier » pardon, j'ai oublié le R de merveiller. Ne soyez mis si hardi, tôt en seroué mal bailli, il n'avint pas à ton parage, dame et femme de mon lignage. Mais Grélan ne se laisse pas intimider et fait d'elle ce qui lui plaît. Il en fait son talent ou son désir. Grélan l'a trouvée si fière, très bien entend que par proyère ne fera rien de son plaisir, mais de lit ne se veut partir. Tant la prie, tant la blandit, à ce qu'a Issel embelli, quand l'espoisse de la forêt a fait de lui ce qui lui plaît. Quand il ôte fait son talent, s'il lui prie moute doucement, que vers lui trop ne soit irri. Ici, le manuscrit qui a été suivi par les dernières éditrices de ce texte, donc Nathalie Koble et Mireille Segui, dans ce très beau volume qui rassemble à la fois les laits de Marie de France dont Jacqueline nous a parlé et un certain nombre de laits féeriques. Donc ce manuscrit, qui est le manuscrit Nouvelle Acquisition française 1400,
1104 de la BNF de Paris, insère deux vers, tant la prie, tant la blondie, à ce cas Icelle embelli, qui atténue le caractère un peu offensif de la scène en introduisant une prière amoureuse au milieu de cette pression exercée sur la fée. Mais une surprise nous attend qui crée un certain désarroi, en tout cas chez les lecteurs modernes du texte contemporain, une scène assez étonnante qui nous désarçonne parce qu'on apprend quelques vers plus loin qu'en fait la fée était au courant de tout et savait très bien ce qui allait se passer. Graland, vous êtes loyaux, preux et courtois et assez bios. Pour vous vint ça à la fontaine, je souffrerai pour vous grand peine, bien savouer cette aventure. Comment comprendre ce revirement étonnant qui renverse les rôles et fait de la fée la scénariste de cette rencontre érotique de viol consenti? Là, je reprends les termes qu'utilisent, qui sont un peu, comment dire, aporétiques, mais qu'utilisent Nathalie Koble et Mireille Segui et qui nous font penser, qui nous font réfléchir. Dans la perspective qui est la nôtre, une lecture semble s'imposer. La scène s'inscrit dans cette logique de cette culture du viol, en renforçant l'idée que le consentement, enfin l'idée d'un consentement ultime de toute femme aux violences de genre. Finalement, elles sont quand même toujours plus ou moins d'accord. Idée contre laquelle Christine de Pisan, encore elle, dès le XVe siècle, combat. Donc ce que je voudrais souligner par là, c'est qu'on n'a pas attendu le XXIe siècle pour dénoncer finalement ce qu'il y a de construction discursive dans la dénonciation de l'ambiguïté du rôle des femmes dans les scènes, dans les situations d'agression. Si ma nuit me griève de ce que les hommes disent tant que femmes se veulent esforcier et qu'il ne leur déplaît mis, quoique elles escondissent de bouche, de être par hommes esforciés. Mais fort me serait à croire que agréable leur fut si grand vilénie. Donc la question se pose déjà au Moyen-Âge. J'essaye, vous comprenez, de répondre aux objections qu'on me fait régulièrement. Le lait de Graland et quelques autres qui présentent des cas de viol de la fée, puisque sous les traits de la pucelle, vous aurez reconnu la fée que l'on attend dans un scénario de ce type-là, s'inscrirait donc dans une longue tradition du déni du viol qui euphémise l'agression, qui renverse le scénario en faisant de la proie une prédatrice, le scénario d'Actéon toujours. Constat un peu désespérant qui risque fort de donner des arguments à tous ceux qui s'interrogent sur la pertinence de l'étude de la littérature médiévale et doutent de son intérêt. C'est le danger, c'est le défi que rencontrent ceux et celles qui se saisissent de ces questionnements liés au genre pour interroger des textes anciens qui, de toute façon, vont représenter des situations dans lesquelles le poids de la domination masculine est fort. On peut difficilement aller contre ce constat, malheureusement. Mais j'aimerais tout de même, dans le temps qui me reste, montrer qu'il ne faut pas trop tôt refermer le livre. Notons pour commencer, je vous l'ai déjà dit ça, que le manuscrit S atténue la violence, ce qui peut très bien être compris, me semble-t-il, comme un signe que la scène pose problème et que, à un moment donné, en tout cas, un copiste est intervenu pour essayer d'atténuer justement la complexité de cette scène. Mais surtout, il convient de mettre cette scène en contexte. Graland, en effet, apparaît à un groupe, et là, j'avoue que j'ai tout d'un coup réalisé que j'avais fait une très grosse bêtise, j'ai oublié de mettre que le Lait de Lanval était écrit par Marie de France. J'aurais dû mettre Marie de France, Lait de Lanval, puisque les deux autres sont anonymes, j'aurais vraiment dû le faire. J'en présente mes excuses à Marie de France.
Donc, un groupe de 3 laits, disais-je, qui revisite un scénario lui aussi bien connu, celui de l'histoire de Joseph et la femme de Putiphar. Donc, chacun des 3 jeunes héros de ces laits est en but à un essai de séduction de la part de l'épouse de son seigneur, qui cherche à en faire son ami et qui, suite au refus du jeune homme, va chercher à nuire à celui-ci. Dans 2 de ces 3 laits, Grélan et Guingamore, donc les 2 laits anonymes, la résistance vertueuse du chevalier qui invoque sa fidélité à son seigneur est la cause de la disgrâce qui le frappe, et c'est elle qui l'incite à partir en forêt et donc qui va le conduire vers la fée. Les 3 textes sont très proches les uns des autres, et c'est à une lecture comparative serrée qu'il faudrait s'adonner maintenant, mais je vous rassure, je ne vais pas le faire. On notera toutefois l'importance quantitative très grande des réécritures de l'histoire de Joseph et la femme de Putiphar au XIIe, XIIIe siècle. C'est vraiment impressionnant de constater que ce scénario semble avoir une forme, apparaître sous une forme assez insistante, peut-être même obsessionnelle. Et la liste que je vous ai donnée n'est pas complète, hein. Il y a de nombreux textes qui mobilisent ce scénario. Et on peut se demander si elle ne traduit pas une sorte d'inquiétude concernant la relation courtoise qui se structure justement à partir de la position éminente de la dame courtoise dans la fine amour. Le scénario de la femme de Putiphar donne une version grimaçante, si vous voulez, de ce rapport, puisque tout d'un coup, ce personnage tout à fait désagréable prend le pouvoir sur la relation et cherche à forcer le consentement du jeune homme. Toujours est-il que ce scénario se range lui aussi assez facilement dans l'armoire des accessoires utiles pour disqualifier la réalité des violences de genre. Puisque, si je reprends l'histoire de Joseph et de la femme de Putiphar, lorsque la femme de Putiphar échoue à plier le jeune homme à son désir, elle va l'accuser d'avoir voulu la violer. Moralité, toute accusation de viol serait toujours plus ou moins fictive d'après ce scénario. Alors, pour en revenir à Grélan, on devine aisément qu'il faut prendre en compte cette scène première pour comprendre la scène du viol consenti de la fée. Il me semble que cet enchaînement doit être lu justement dans son articulation, et on peut percevoir un jeu d'écho entre les 2 scènes. Je vais peut-être accélérer un petit peu. Mais par exemple, la reine s'étonne que Grélan ne la prie pas, alors que Grélan ensuite va prier la fée. Donc, le vocabulaire permet de juxtaposer les 2 scènes. La reine aussi prévoit de faire de Grélan son ami. Les paroles de la fée que j'ai citées tout à l'heure, « Il n'avient pas à ton parage d'âmes femmes de mon lignage », renvoient à la situation de déséquilibre social entre la reine et le jeune chevalier. Je passe peut-être là-dessus pour aller un peu vite. Donc, la rencontre avec la fée, dans chacun des 3 laits, mais de manière différente, assure au jeune homme une relation hétérosexuelle pleinement satisfaisante qui le comble sur le plan affectif aussi bien qu'économique et qui fait contraste avec l'agression de la reine au début du récit. Alors, dans le cas de Lanval, c'est un peu différent, mais je passe, puisque j'avais décidé de me centrer sur Grélan. Certes, me direz-vous, mais loin de maintenir à distance un script de viol, cette lecture aurait plutôt tendance à la renforcer. Il s'agirait donc d'offrir au jeune homme une sorte de compensation virile à la scène initiale, là où il avait été comme tétasinisé par la pression qu'exerçait sur lui la reine. La scène du viol consenti lui redonne son agentivité
et son élan, si vous voulez, dans le désir masculin. C'est tout à fait juste, et pendant un temps, je m'étais arrêtée à cette lecture-là, considérant donc que le lait de Grélan répondait en partie à la direction très différente du lait de Lanval, sur lequel je ne peux pas m'attarder, mais qui aurait une sorte de jeu de reprise en main, si vous voulez, du scénario par rapport à ce que Marie de France fait de ce lait. Et Jacqueline nous a bien montré tout à l'heure qu'elle fait des choses différentes que les auteurs supposés masculins. C'est tout à fait juste, et donc c'est ce que j'ai pensé pendant longtemps, mais je me suis laissée arrêter par une remarque des notes de l'édition de Nathalie Coble et Mireille Segui à propos de cette fameuse scène du viol consenti. Les éditrices écrivent « Les révélations finales de la fée contribuent à faire apparaître l'ensemble du passage comme une citation à la fois ludique et discrètement subversive d'une scène emblématique sans doute déjà usée. » Donc ce qu'elle propose, c'est que dans le lait de Grélan, on rejouerait la scène canonique de la rencontre du jeune chevalier et de la fée, qu'il y aurait une distance presque parodique, si vous voulez, une remise en scène, le fait de scénariser la scène du viol en la mettant entre les mains de la figure de la fée, ça m'a donné à penser. Et je terminerai par là. L'hypothèse donc est intéressante, et le montage proposé par Grélan serait donc à prendre comme grano salis. Il y aurait dans cette scène quelque chose de l'ordre d'un écart un peu critique sur l'évidence de ce désir masculin. C'est toute la prétention du jeune homme à la conquête amoureuse qui se trouve donc soumise à un regard critique ou ironique. Et cette hypothèse, j'en conviens, peut paraître assez ténue, s'appuyer sur la note des éditrices. Mais elle m'a fait revenir à l'esprit le fait qu'il y a un autre épisode un peu spécial dans le lait de Grélan. C'est une cérémonie à laquelle le roi, cette fois, se livre tous les ans. Il fait monter la reine sur un haut banc, et il l'expose au regard de tous pour obtenir l'assentiment de tous ses vassaux, pour créer, si vous voulez, une sorte d'unanimité autour de la beauté de la reine, de sorte à pouvoir exprimer, à travers la beauté de la reine, son propre pouvoir. Scène qui, de manière assez intéressante, consonne complètement avec des conclusions qui avaient été proposées par Georges Duby et Marc Elonisia sur le fait que l'amour courtois n'était peut-être jamais qu'un jeu entre hommes, pour le dire un petit peu vite. Donc, l'addition de ces deux scènes qui sont donc toutes les deux qui se posent dans une sorte d'outrance légère, à la limite du burlesque de ces deux passages, pourrait peut-être nous mettre sur la piste d'une veine discrètement sarcastique dans la conduite de ce récit, qui manifesterait malgré tout une sorte de réserve, une approche un peu circonspecte du triomphalisme viril apparent qu'on peut y déceler. Deux mots de conclusion. Prendre au sérieux les mythes de la culture du viol nous conduit donc à réévaluer un certain nombre de lieux communs littéraires pour en ouvrir la compréhension à des dimensions inédites. Ce travail ne peut se faire que dans les lectures minutieuses de chaque texte, de peur d'aboutir à la condamnation sans appel d'une littérature qui ne cesse de recycler des scripts de viol, mais qui ne reste peut-être pas aussi aveugle sur ce qu'il véhicule qu'une première lecture pourrait sembler indiquer. Voilà, je vous remercie pour votre patience.